Bonjour, bienvenue dans notre 26e rendez-vous santé sécurité au travail. Malheureusement, toujours sous un format en distance depuis maintenant 2 ans, espérant qu'à un moment donné, ces rendez-vous redeviennent en présentiel pour à nouveau vous rencontrer. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui est comprendre l'accident pour agir en prévention. Sur cette thématique, nous avons autour de ce nouveau rendez-vous plusieurs intervenants. Donc Régine Bain, qui est ingénieure conseil et au service formation de la CARSAT Sud-Est, qui interviendra bien évidemment sur l'accidentologie et surtout sur la modélisation du processus de survenance d'un accident de travail. Vous verrez qu'on va aborder un certain nombre de concepts et en tout cas un vocabulaire qu'on va partager avec vous, qui doit être commun pour comprendre l'accident du travail. Ensuite, Evelyne Villadoma, qui est directrice adjointe de la DETS, qui interviendra également sur des exemples d'accidents du travail et de vous montrer que la compréhension de l'accident du travail est importante pour pouvoir agir en prévention. Et avec nous, nous avons le docteur Rari Bozon de l'AIST 83, médecin du travail, qui interviendra sur vos différentes questions. Sur la problématique de l'accident du travail, c'est vrai que l'accident du travail n'est pas une fatalité, mais bien un événement lié à la conjonction de multiples causes, qui sont à la fois de nature technique, organisationnelle et humaine. La compréhension, en tout cas, de l'accident du travail est importante pour déterminer des pistes en matière de prévention, mais des pistes surtout qui sont efficaces et pérennes. Alors, pour comprendre l'accidentologie, on peut passer par une première étape qui sont les statistiques accidents du travail et maladies professionnelles. En entreprise, c'est important d'avoir une vision globale de l'accidentologie pour pouvoir ensuite rentrer dans le détail de l'accident du travail. Sur les accidents du travail, vous avez ici un graphique qui montre en fait que depuis plus de 20 ans, on est sur une forme de palier en matière d'accidents du travail et qu'on a peu d'évolution, en tout cas à la baisse, aujourd'hui de ces accidents du travail. Ce qui n'est pas le cas si on remontait plusieurs années auparavant, où on avait plutôt une asymptote, c'est-à-dire en tout cas une baisse importante de ces accidents, et depuis voilà, plus de 20 ans, une certaine stabilité. Alors cette stabilité, elle s'explique bien évidemment, et notamment au travers des facteurs de risque dans le cas des accidents du travail. Et nous y reviendrons. Autre indicateur que les entreprises, en tout cas, peuvent mettre en œuvre, et qui sont dans tous les cas calculés au niveau national, c'est ce qu'on appelle les indicateurs de sinistralité. On en détermine 3, l'indice de fréquence, le taux de fréquence et le taux de gravité. À voir aujourd'hui que notre indice de fréquence est relativement stable aussi. L'indice de fréquence correspond à un nombre d'accidents pour un nombre de salariés. On est en 2019 un indice de fréquence de 33,5. Cet indice de fréquence, bien évidemment, varie en fonction des activités. Ici, c'est un indice de fréquence, toute activité confondue. Si on prend par exemple l'indice de fréquence du secteur médico-social, il est aujourd'hui quasiment à 52, donc beaucoup plus d'accidents du travail dans certaines professions. L'analyse statistique peut aussi nous amener à identifier les éléments matériels des accidents du travail, notamment avec les circonstances qui sont récurrentes. On s'aperçoit encore que dans les accidents du travail, 3 grandes causes sont toujours identifiées. La première, la problématique des manutentions manuelles, pour 50% des accidents du travail, et ensuite arrivent les problématiques de chute de plein pied et les chutes d'auteur. Voilà les 3 grandes catégories des accidents du travail en entreprise. Autre élément de statistique sur lequel on peut travailler et donner des pistes d'action, ce sont la répartition par siège de lésion. Ici, sur le graphique que vous voyez, on s'aperçoit que les membres supérieurs, comprenant en tout cas les doigts et les mains, sont pour 33% les sièges de lésion les plus impactés. Après, vous retrouvez bien évidemment le dos pour 20% et les membres inférieurs pour 24%. L'idée des sièges de lésion est importante pour déterminer après des pistes d'action en fonction de la typologie d'accident du travail. Ce qui est intéressant également, c'est la répartition par nature de lésion. Donc aujourd'hui, on peut travailler sur les coupures, sur les brûlures, sur les traumatismes internes, sur les entorses. Et cette idée d'avoir une vision, en tout cas de la nature des lésions, nous permet aussi d'avoir une vision sur la gravité des accidents du travail. Autre élément, ce sont les maladies professionnelles. Contrairement à la courbe des accidents du travail, vous constatez que les maladies professionnelles sont plutôt sur une tendance à augmenter. Dans les maladies professionnelles, en tout cas reconnues en France, nous avons des grandes familles, et notamment une grande famille qui sont les troubles musculo-squelettiques, qui sont pour quasiment 82% sur le tableau 57 pour les membres supérieurs. Ensuite, vous retrouvez d'autres troubles, comme les rachis lombaires, par exemple.
Bien évidemment, en deuxième maladie professionnelle arrive la problématique des cancers, avec notamment l'amiante. Cette vision également des maladies professionnelles permet de déterminer derrière des pistes d'action. Autre indicateur sur lequel on peut également avoir un regard sont notamment les accidents du travail sur la répartition par âge, et on peut avoir des focus sur des populations qui sont plus représentatives en matière d'accidents du travail, comme ici dans notre cas de figure, on a aujourd'hui une accidentologie qui est beaucoup plus prononcée sur la tranche d'âge 40-49 ans. Donc tout ceci permet en tout cas aussi d'imaginer des actions de prévention entre cette population qui est sans doute plus aguerrie, plus compétente, mais néanmoins plus exposée, et sur des populations plus jeunes, dans le cadre du travail, qui nécessitent des formations et des accompagnements en termes de tutorat. Les autres éléments qu'on peut regarder et observer, c'est également la répartition par type de contrat et de voir quelle est la population la plus exposée dans notre société, dans notre entreprise, par rapport au risque. Et le dernier élément sur lequel on peut également avoir une observation, c'est la répartition par sexe, et de constater qu'en fait, aujourd'hui, la population masculine est plus exposée au risque et donc à plus d'accidents du travail. Tous ces éléments statistiques sont des éléments intéressants à regarder, à observer, à exploiter pour pouvoir derrière avoir une vision et un panorama global de l'accidentologie dans son entreprise et de commencer en tout cas à trouver des pistes d'action et des axes de progrès. Au-delà de cette vision très globale et très macro, je vous propose maintenant que Régine Ben, qui est de la CARSAT Sud-Est, vous propose en tout cas une modélisation de survenance de dommages et de par voilà, cette présentation, que vous ayez un regard aussi éclairé sur qu'est un accident du travail, les différents éléments le composant. Je laisse la parole à Régine et en partage d'écran. Bonjour, bonjour. Donc, je partage mon écran. Moi aussi, je vais projeter un PowerPoint. Ce PowerPoint, il va cibler effectivement... Mince, je commence mal. Voilà, excusez-moi. Il va cibler la survenue du dommage à travers des schémas qui permettront de faciliter l'accident qui s'est passé et de repérer où on peut agir par rapport à cet accident. Certains d'entre vous doivent déjà avoir entendu parler du MAD, la modélisation d'apparition d'un dommage, le mécanisme d'apparition d'un dommage. Vous avez pu entendre aussi peut-être parler de la schématisation temporelle de l'accident. Tout ça, c'est des noms bien barbares qui simplement permettent de structurer la succession des événements. Alors, pour pouvoir parler de ces grands mots, l'idéal pour moi, c'est de partir d'un exemple. Donc, je vais vous faire le récit d'un accident qui survient dans l'atelier d'une entreprise de façon très schématique. L'objectif, c'est de prendre des repères. Donc, nous avons un petit salarié, monsieur Alan, qui marche dans une allée de circulation. Il est dans son usine. Cette allée longe un poste de travail qui est composé d'une machine plieuse et d'une zone de dépose. Voilà la machine plieuse et la zone de dépose schématisée. Son testeur est posé sur le capot de la machine. Il l'a prêté un petit peu plus tôt à la personne qui travaille sur ce poste de travail. Il s'approche de la machine pour le récupérer. Quand il tend la main, la plaque de protection de la plieuse se soulève. Elle tape sur la manette qui est immédiatement posée dessus. Cette manette qui est en fonte pèse 1,2 kg. Sous le choc, elle se détache de la fixation, elle tombe et vient percuter le dessus du pied d'Alan. Alan ressent une vive douleur. Nous avons donc un accident puisque nous avons une lésion sur une personne et c'est un accident du travail puisque ça survient sur le lieu du travail. Pour chercher et trouver des mesures de prévention, nous pouvons et puis nous devons nous baser sur les 9 principes généraux de prévention. De façon concrète, vous les connaissez, je ne les ai pas relistés, mais ils peuvent se traduire ainsi. Supprimer le danger, agir sur les caractéristiques du danger, supprimer l'exposition, séparer l'individu du danger via des protections collectives, travailler sur la fréquence et la durée d'exposition, travailler sur le contexte de l'environnement, séparer l'individu du danger en termes de protection individuelle, former l'individu et mettre en place des consignes.
Donc, pour pouvoir arriver à tout ça, on a besoin de mettre le même sens sous tous les mots et sur le fondamental, le danger, puisque en premier, on est supposé supprimer le danger. Donc, un danger, pour nous, il existe plusieurs définitions, mais pour nous, la plus pertinente, c'est celle qui dit que le danger est une source potentielle de dommages et qu'on traduit en langage courant quelque chose qui peut faire mal. Potentiel peut et dommage mal. Voilà. Donc, ce qui peut faire mal, il faut le repérer dans toutes nos histoires d'accidents qui surviennent. On a aussi besoin de qualifier les caractéristiques de ce danger, son environnement, et puis comment une personne va y être exposée, dans quel contexte. Quand on dit comment elle va y être exposée, c'est est-ce qu'elle est protégée, est-ce qu'elle y est longtemps, est-ce qu'elle y est souvent. Pour repérer tous ces éléments dans une situation réelle, comment faire? On va revenir sur notre petit bonhomme et sur les façons de schématiser l'apparition d'un dommage. Une qui est la plus classique, la plus ancienne, la plus utilisée ressemble à celle-ci, avec une personne, un danger, une zone d'intersection où la personne rencontre le danger, un événement dangereux et un dommage avec potentiellement des facteurs d'évitement quand ils existent. Dans l'espace, si on veut illustrer l'accident d'Alan, on va repérer qui est la personne concernée et où est le danger. Donc la personne concernée, on est d'accord, c'est Alan. Ce qui va lui faire mal, qui va lui tomber sur le pied, ce qui va le blesser, c'est la manette de la plieuse. Donc, si on a la personne de danger, pardon, et la zone intermédiaire, qui sera la situation dangereuse. La zone dangereuse sera la zone où le danger pourra rentrer en contact avec la personne. Alan est toujours dans la zone de présence et il est toujours en zone protégée. La manette ne peut pas lui tomber dessus. Il pénètre en situation dangereuse, dans la zone dangereuse. La manette peut lui tomber dessus. On rentre dans l'événement dangereux à partir du moment où effectivement il touche la plieuse et que la plieuse soulève la manette tombe et Alan a mal au pied. En fonction des chaussures qu'il peut porter, en fonction des protections qui peuvent exister, la douleur sera plus ou moins grande, la blessure sera plus ou moins grande. Ce modèle permet de bien décrire les événements dans l'espace. Mais nous avons souhaité, en CARSAT Sud-Est, introduire la notion du temps qui passe à partir du moment où Alan pénètre dans la zone dangereuse, parce que ça va nous permettre d'identifier différentes phases tout au long de cet accident. Donc, si je reprends mon schéma et que je rajoute une ligne du temps qui passe, à laquelle on est tous assujettis, eh bien, on va pouvoir raconter l'histoire légèrement différemment, mais malgré tout, suivant les mêmes principes, avec Alan qui est dans la zone de proximité du danger, donc qui peut être blessé, il est en situation dangereuse. La main touche la plaque, on commence l'événement dangereux, la plaque heurte la manette, on est dans l'événement dangereux. La manette va tomber sur le pied, on est sur l'étape lésion. Ça nous permet de découper les phases sur lesquelles on va pouvoir agir. 3 phases, situation dangereuse, événement dangereux, lésion, dommage. Dans la situation dangereuse, on a bien une personne en relation avec un danger et la personne maîtrise son activité. Tout va bien. Il se passe quelque chose d'inhabituel. Le danger et l'individu se rapprochent. La personne subit. Si l'événement se poursuit, la personne et le danger rentrent en contact, mais parfois on a le bon réflexe, celui qui fait qu'on dira qu'on a de la chance, et effectivement, on va éviter l'objet qui tombe. Ah, malheureux, il m'arrive des problèmes, je peux annuler? Je ne peux pas annuler. Mais ça alors, excusez-moi.
Evelyne, tu es toujours avec nous? Régine? Ah, on a été coupé, j'ai l'impression, sur l'animation. Alors, on essaie de voir si Régine peut se reconnecter. Si ce n'est pas le cas, j'inviterai peut-être voilà, Evelyne à prendre la parole pour continuer sur les éléments. Alors, on attend un tout petit peu. Bon, sinon, éventuellement, Evelyne, si tu as la possibilité voilà, de partager ton écran et puis on va intervertir les deux de présentation. Présentations. Voilà, je te laisse. Voilà. Donc, Evelyne voilà, intervient sur un côté aussi pratico-pratique des accidents du travail et de la compréhension. Nous retrouvons. Ouais. Bonjour à tous, donc moi je suis directrice adjointe, je suis dans le pôle travail de la dette, l'inspection du travail, et j'ai prévu de vous parler un petit peu, d'exercer le regard pour être à même de supprimer les risques. L'évaluation des risques, on en parle beaucoup, on vous demande de tenir un DUER, de le mettre à jour, mais ce n'est pas une simple formalité. Donc, l'évaluation des risques, ça commence par exercer le regard pour voir ce qu'on ne voit plus et qui pourtant est tous les jours dans notre environnement. Les accidents du travail, il y a des accidents mortels, c'est certain. Il y a un secteur où il y a beaucoup d'accidents graves et mortels, le bâtiment, mais pas que. Et les accidents du travail, souvent, se passent dans des lieux où on ne s'y attendait pas. Là, on est dans un supermarché, il y a une presse à balles, comme dans tous les lieux où on utilise beaucoup de cartons. Et on a une machine qui est potentiellement dangereuse puisque à l'intérieur de cette machine, on a des pressions qui sont de plusieurs tonnes et qui vont permettre de faire des tas de cartons qu'on appelle les balles, qui seront ligaturés par un câble en acier, donc beaucoup de pression. En l'occurrence, la tige qui était là, qui permet de ligaturer la balle, ne passait pas dans le chemin qui est prévu pour. Donc, il y a une salariée qui est passée à l'arrière de la machine et qui a essayé de récupérer le fil de fer. Mis à part que le protecteur, là, vous voyez, il y a des capots qui sont sur cette partie-là. Le protecteur était tombé et il y avait un accès libre à une zone dangereuse. Donc, la jeune femme, 22 ans, qui avait été formée à l'utilisation de la machine, mais qui n'avait pas été formée au dysfonctionnement. Que dois-je faire quand le câble ne passe pas? Elle n'avait pas été formée à ça, comme personne dans l'entreprise du reste, et elle a essayé de faire comme elle a pu. Et donc, une de ses collègues qui a voulu lui rendre service a appuyé sur un bouton qui a provoqué le ligaturage et elle a eu 2 doigts placés dans la machine. Au bout de 7 heures, le SAMU s'est résolu à amputer 2 doigts sur place. Donc, l'observation de la situation de la machine aurait pu permettre de voir qu'il y avait un capot par terre, ce qui n'est pas normal, aurait pu permettre de voir là que le capot, il était défait et qu'il allait tomber. Donc, des accidents qui sont graves. À 22 ans, perdre 2 doigts de la main droite quand on est droitière,
c'est pas une mince affaire et qui aurait pu être évité si on avait regardé et si on s'était interrogé sur un peu ce qu'il fallait faire quand on avait un problème qui était un problème récurrent. Des risques partout. J'ai choisi quelques illustrations qui ne sont pas rares. Hein. Des chutes. Hein. Il y a eu un accident qui s'est terminé par un accident mortel il n'y a pas tellement longtemps d'une personne qui était sur un haillon, qui est tombée et qui est tombée peut-être suite à un malaise ou à une mauvaise, enfin, qui est tombée et qui s'est tuée. Des stockages qui sont hasardeux. Il y en a dans presque partout. On a eu aussi, il y a quelques années, dans une cour où étaient stockées des balles, une salariée qui a été écrasée par la chute d'une balle. Et on voit là que tout est possible, vu les stockages sur les casquettes, les empilages hasardeux de palettes, de fûts, les escabeaux qui ne sont pas sûrs. Hein. Donc, il y a des endroits qui sont un peu partout et qui sont potentiellement accidentogènes. Donc, regarder et se demander pourquoi on a stocké si haut des palettes, pourquoi est-ce qu'elles sont plus ou moins de guingois, pourquoi est-ce qu'on gerbe sur autant de hauteur des palettes, pourquoi est-ce qu'on est obligé de stocker sur les casquettes des rayons dans les supermarchés. Est-ce que les stockages sont adaptés? Là aussi, c'est une photo qui était relative à une enquête d'accident du travail, où on a une zone de stockage et où on n'a pas de protection et la personne qui manutentionnait là s'est retrouvée à l'étage inférieur. Là, c'est un accident qui peut être encore plus bête, si on peut dire. Il n'y a pas de vestiaire. La dame, elle est assise à son poste de travail, elle a posé son sac à main à ses pieds. Lorsqu'elle va se lever, elle aura oublié le sac à main et elle va se prendre les pieds dedans et elle va tomber. Ce sac à main, ça pourrait être aussi la poubelle. Donc, des choses de la vie de tous les jours. Des stockages partout, y compris devant les ascenseurs. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de stocker partout? On réduit les escaliers, on multiplie les risques. Les livraisons. On a un obstacle qui cache le camion. On a un salarié qui arrive par là, qui va déboucher derrière les palettes devant le camion. On a un chantier, on a un supermarché, il y a des Rolls là, avec un camion qui fait des livraisons et derrière, quelqu'un qui se trouvait là et qui n'était pas vu et qui a été écrasé par le camion qui reculait, qui manœuvrait pour décharger. Donc, je ne veux pas passer trop longtemps à casser le moral des uns et des autres, mais les accidents, Isabelle vous l'a dit, on est sur un plateau et qu'on n'arrive pas à faire baisser malgré tout ce qu'on peut dire, toutes les réunions qu'on fait, toutes les actions de prévention qu'on met en œuvre. On a la certitude, on le sait, que tout accident trouve sa cause dans l'organisation, dans la formation, dans l'adaptation des moyens aux travaux à réaliser. Il n'y a jamais de hasard dans un accident. Donc, pour éviter les accidents du travail, pour réduire le nombre des accidents du travail,
ou en réduire la gravité, il faut prendre le temps de regarder, d'analyser les risques, hein, de se demander si tout ce qu'on a mis en œuvre, c'est vraiment une bonne solution. On a choisi les bonnes solutions. Est-ce qu'il ne faut pas réadapter les procédures qu'on a mis en place? Si le retour d'expérience dont on parle dans l'entreprise permet de voir que finalement les solutions qu'on a mises peuvent être améliorées. Donc, évaluation des risques, validation des mesures qu'on a prises, analyse des retours d'expérience, ça c'est fondamental. On en parlait un petit peu quand il y avait des CHSCT. Je ne sais pas maintenant ce qui se passe dans les entreprises depuis qu'il n'y a plus de CHSCT, que le CSE se passe avec rarement l'inspecteur du travail, quelquefois un médecin du travail, mais nous, on n'est plus dans la boucle. Mais cette analyse, ces retours d'expérience, ces analyses d'accidents du travail sont essentielles. Il y a des méthodes. L'arbre des causes est une bonne méthode qui permet d'aller le plus loin possible dans l'analyse de l'accident et de prendre les mesures pour que cet accident ne se reproduise pas. Il est impératif que les salariés qui sont les utilisateurs des postes de travail soient associés à cette analyse, car ce sont eux qui sont exposés, mais ce sont eux surtout qui connaissent le travail prescrit et surtout le travail réel, qui est quelquefois à 100 lieues du travail prescrit et qui est ce travail réel, ce qui fait fonctionner finalement les process de travail. Donc, un retour d'expérience qui est impératif. Et pour ça, on a les salariés, on a les représentants du personnel, on a les services de prévention et puis on peut aussi avoir recours à des experts qui vous aideront à réduire les risques. Mais l'expert, il ne restera pas dans l'entreprise tout au long de la vie de l'entreprise et il est impératif de regarder et de supprimer les risques et d'analyser toutes les situations qui sont anormales, qui ne sont pas prévues. Donc, le Code du travail, il pose des principes généraux de prévention. Régine commençait à vous en parler, mais il y en a un qui me paraît trop négligé, c'est adapter le travail à l'homme. Ça peut paraître un principe philosophique intéressant, mais l'homme est au centre de l'organisation. Et s'il n'était pas là par son expérience, par sa connaissance de son poste de travail, de son métier, l'entreprise ne fonctionnerait pas. Donc, associer les salariés, les faire participer à des retours d'expérience, c'est un des axes qu'il faut plus développer dans l'entreprise, à mon sens. Je vous remercie. Je redonne la parole à Régine Bain. J'arrête mon partage d'écran. Merci Evelyne. Donc Régine nous a rejoint, mais en tout cas, même si on a interverti les deux interventions, elles sont très liées. Donc on redonne la parole à Régine qui justement a été dans ces processus de modélisation et de compréhension de l'accident du travail pour agir en prévention. Voilà, on te laisse leur partage d'écran. Merci et merci à Evelyne du coup qui nous a montré beaucoup d'exemples de situations dangereuses qui allaient bien effectivement avec mes petits schémas. Donc si je fais un partage d'écran, je fais résumé des épisodes précédents. Vous me voyez là, c'est bon? Vous voyez mon écran? Non, on te voit toi. Vous me voyez moi, mais je suis maudite aujourd'hui. C'est extraordinaire. Faire partager en bas.
Oui, oui, de faire ton partager écran. et je prends Et tu as un dessus. bouton bleu, C'est partager. bon, Voilà. c'est C'est bon. parfait. C'est ça. Ça s'appelle les aléas du direct. Vous voyez, Oui, ça Et un s'appelle, diaporama, Régine. Voilà. voilà, c'est bon? très bien. Parfait, merci beaucoup. Donc, si je reprends tout à l'heure ma petite histoire, Alan qui a attrapé, qui a touché la lame de la plieuse, heurtant la manette. Effectivement, on a pu décomposer cette survenue d'accident en fonction de l'axe des temps, avec au début Alan qui est proche de l'objet qui va le blesser, à savoir le danger, la manette. La main touche la plaque, soulève la plieuse soulève la manette tombe, la manette tombe sur le pied. Nous sommes sur la phase de lésion dommage. Donc j'en étais à vous raconter que dans cet accident, on pouvait séparer trois étapes. La première, situation dangereuse, où un individu est en relation avec un danger et où la personne maîtrise son activité de travail. Il se passe quelque chose d'anormal, d'atypique, de surprenant, de soudain. Ça participe de la définition officielle de l'accident d'ailleurs. Et l'événement dangereux va commencer avec un rapprochement de ce qui peut faire mal, ce qui peut blesser, le danger, avec l'individu. Ça se rapproche jusqu'au moment où il va y avoir contact, la personne subit tout, et dans ce subir, elle peut avoir le bon réflexe qui va faire qu'elle va réussir à éviter la rencontre avec le danger. Dans le cas contraire, on va aller jusqu'à la lésion et il y aura quelqu'un qui soigne les conséquences. Alors, ces trois étapes nous permettent de séparer trois temps dans l'accident et surtout trois temps où les actions que l'on va mettre en œuvre vont avoir des portées différentes. Si on arrive à modifier le poste de travail, on va faire de la prévention. Si on met en place des équipements pour séparer l'individu et le danger, on va faire de la protection, on va augmenter la résistance de la personne par rapport à ce danger. Et quand on produit des soins, eh ben, on répare. J'ai beaucoup aimé l'intervention d'Evelyne avec son gros zoom sur l'étape 1 qui est quand on modifie le poste de travail, on va faire de la prévention, mais toujours effectivement réfléchir la prévention en fonction de l'individu. C'est super important et c'était bien de le zoomer. Si on le dit autrement, modifier le poste de travail, ben ça va porter plusieurs étapes. Ça va être supprimer ou modifier le danger via ses caractéristiques. Ça va être agir sur l'individu en le formant et en l'équipant. Ça va être modifier l'organisation du travail. Ça va être supprimer le facteur déclenchant, à savoir il se passe quelque chose. Hein. On se prend le pied dans le fil, on heurte la plieuse, etc., etc. Si on met en place des protections, ben c'est qu'on les met, soit on installe des protections collectives, soit on utilise des protections individuelles. Et si on produit des soins, on met en œuvre les secours. Il est évident que les décisions et les achats et les organisations liées à la mise en place de protections collectives, de protections individuelles et de mise en place d'organisations des secours se font avant que l'accident ne se soit produit. Donc, on est toujours dans la prévention, mais leur action agira sur l'événement dangereux, agira sur la réparation. En mettant en place des secours, on diminue la gravité du dommage, ou tout au moins la survenue d'un dommage supplémentaire. En mettant en place des protections collectives ou des protections individuelles, on diminue le choc entre le danger et la personne, ou on supprime le choc avec la personne, mais l'événement déclenchant s'est produit quand on modifie l'organisation du travail pour éviter que les choses ne surviennent, on fait de la prévention. Alors, ce modèle, il est généralisé comme suit. On reprend toutes les situations, toutes les étapes. Situation dangereuse, individu exposé en un état, on fait de la prévention. Un événement déclenchant, on rentre dans l'événement dangereux avec une perte de maîtrise de la situation dangereuse. Dans ce cas-là, on peut mettre en place des protections collectives ou individuelles. Sinon, survient la lésion que l'on va soigner. Ce qui va être important, pour trouver des mesures de prévention, c'est de bien décrire la situation dangereuse où l'individu est exposé à un danger. Dans la présentation d'Evelyne Villadoma, effectivement, on a vu des tas de photos qui correspondent à des situations dangereuses. Une photo est une bonne description
c'est un atout maître pour pouvoir permettre le repérage des mesures qui vont améliorer les situations. Une situation dangereuse, c'est un individu en relation avec un danger et ses caractéristiques, son énergie, le tout dans une ambiance physique donnée et dans une ambiance psychologique, organisationnelle, on va dire. Et quand on va décrire ces 5 composantes, eh bien, on aura une vraie description de notre situation. Donc, on va avoir en premier repérer ce qui peut faire mal et l'énergie qui le meut et donc la gravité potentielle lorsque je vais rencontrer ce danger. Le temps d'exposition, hein, la relation, je suis en relation comment avec ce danger? Ben, pendant une certaine durée, pendant une certaine fréquence, je vais pouvoir peut-être jouer là-dessus. Un niveau de protection qui existe pour me séparer de ce danger, collectif ou individuel. Un environnement physique ou psychique, et par psychique on entend organisationnel, et compétences de la personne, son expérience et son niveau de formation. Si on reprend ces différentes composantes, on va pouvoir décrire précisément la situation dangereuse, mais surtout, on va pouvoir repérer les pistes de prévention possibles en se posant des questions. Les pistes de prévention, ça va être, peut-on supprimer le danger? Peut-on agir sur les conditions d'énergie qui sont liées à ce danger? Peut-on agir sur le temps d'exposition ou sur la fréquence d'exposition? Peut-on agir en mettant en place des protections collectives? Peut-on agir en mettant en place des protections individuelles? Peut-on agir sur l'environnement physique dans lequel la personne évolue? Peut-on agir sur l'organisation du travail? Peut-on former l'individu aux mesures de prévention et aux risques auxquels il est exposé? Et enfin, peut-on l'informer avec le poids que ça a sur l'information? Voilà, c'est une façon d'aborder l'analyse du travail, de l'accident, pardon. Et je suis désolée de l'interruption que j'ai faite en plein milieu de la présentation. Mais si cette façon d'aborder l'analyse de l'accident peut vous aider et vous intéresse, ben je vous invite à vous rapprocher de nos secteurs pour envisager des outils complémentaires pour la mettre en pratique de façon technique, de façon concrète. Et je vous dis merci et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup Régine pour cette présentation, alors qui est très claire parce que ça permet en tout cas de repositionner l'accident du travail et tout son processus de survenance. Et on voit bien dans l'exposé que tu as pu faire et également celui d'Evelyne, c'est que finalement on part d'un dommage et on essaye un petit peu de décomposer ce qui peut en tout cas générer ce dommage en identifiant bien le danger. Et on voit dans ce processus de survenance qu'on peut en fait décliner en fait, de gauche vers la droite, comme de droite vers la gauche, ce processus. C'est une des questions qui avait été posée en disant est-ce qu'il y a, en termes de méthode d'analyse d'accident du travail, il y a effectivement des méthodes comme l'arbre des causes, qui est une méthode aujourd'hui reconnue de par son efficacité et sa qualité. Est-ce qu'il existe en tout cas d'autres méthodes d'analyse en matière d'accident du travail? Est-ce que là-dessus, voilà, il y a des éléments qu'on peut apporter aux personnes qui nous écoutent? Juste repréciser que cette décomposition avec le temps qui passe, du coup, est un très bon début pour verrouiller le démarrage de l'arbre des causes avec toutes les composantes de la situation que sont le danger, l'individu, l'environnement physique, psychique, le facteur déclenchant, et la relation temporelle et les protections. On a vraiment tout l'arbre qui peut être dessiné à partir de ces éléments composants. D'accord. Donc, c'est vrai que Evelyne aussi avait fait une introduction sur l'évaluation des risques, parce qu'au-delà d'une approche a posteriori, c'est-à-dire le fait d'avoir un accident et de remonter, de redécortiquer pour comprendre ce qui s'est passé et d'agir, il y a aussi dans l'autre sens, c'est d'identifier les situations dangereuses et de découler vers le dommage ou la lésion possible qui pourrait arriver. Donc, on voit bien qu'en approche a priori comme a posteriori, le schéma que tu as montré, cette modélisation, permet de travailler sur les deux éléments et de décomposer. Alors, ce qui est important, et ça aussi, vous l'avez dit, c'est d'avoir une bonne identification de la situation de travail qu'on va qualifier de dangereuse si on a bien la présence d'un danger.
Et ce danger, il faut effectivement, comme vous l'avez dit, le qualifier. Un danger, c'est ce qui fait mal. Et ça, c'est important et c'est souvent un des écueils dans l'analyse des accidents du travail comme dans l'évaluation des risques, c'est d'oublier en tout cas ce qui est le danger, ce qui va faire mal. D'où souvent après des actions de prévention, et ça aussi vous le dites, des actions de prévention qui vont être malheureusement très proches du dommage avec de la protection individuelle, c'est-à-dire le renforcement de l'individu au dommage, et puis également l'aspect formation ou consigne. Et c'est vrai que ça fait partie des derniers principes généraux de prévention, hein, même si cette fois-ci on ne les a pas redéclinés comme on le fait à chaque fois, mais en tout cas l'approche que tu as eue, Régine, de découper un petit peu, d'avoir une interprétation des principes généraux sous une autre forme était vraiment très intéressante. Donc on est dans ce partage de cette importance, en tout cas d'identifier au maximum le danger, la situation dangereuse, et c'est ça qui nous permettra de travailler en prévention, c'est bien de l'avoir repositionné. Alors que plus on décline un petit peu, on travaille sur l'événement déclencheur et sur la capacité d'évitement du dommage, plus on s'éloigne en fait de la prévention et on arrive sur des champs de protection, réparation, et là c'est beaucoup trop tard. Donc on n'agit plus en prévention à ce moment-là, effectivement. Il y a, docteur Arrivozon, au niveau de l'AIST 83, vous avez aussi des accompagnements possibles en matière d'évaluation des risques, ce qui nous permet peut-être de faire le lien. Qu'est-ce que vous pouvez proposer aux entreprises aujourd'hui pour travailler justement sur ce champ de prévention? Alors, on a plusieurs choses. La première, c'est réglementairement, on doit une fiche d'entreprise à tous nos adhérents. Et on essaye de fournir une fiche d'entreprise la plus complète possible avec, du coup, les risques, les actions qui sont déjà mises en place dans l'entreprise et les actions qui, à notre sens, pourraient être mises en place pour renforcer la sécurité des salariés. Après, nous avons des équipes pluridisciplinaires locales et centralisées qui nous permettent aussi d'agir à la demande. On a des IPRP, on a des assistantes en santé-travail, des infirmiers en santé-travail qui peuvent aller dans les entreprises pour aider nos adhérents à améliorer les conditions de travail, à voir aussi, suite à un accident, on peut participer aux enquêtes aussi, hein, que ce soit pour accompagner les CSSCT ou accompagner les petites entreprises, il n'y a aucun souci. Si jamais il y a besoin de notre aide, on peut aussi participer à ces actions-là. D'accord. Donc voilà, de dire en fait, entreprise, vous qui nous écoutez, c'est qu'aujourd'hui sur la problématique de l'accidentologie, mais également de l'évaluation des risques, Régine a d'ailleurs terminé aussi sur ce champ-là, c'est qu'il y a des possibilités de formation au niveau de l'analyse des accidents du travail qui sont proposées par la CARSAT Sud-Est. On est vraiment sur ce champ aussi, voilà, de comprendre l'accidentologie et de proposer des formations pour une montée en compétences avec des outils d'analyse. Et effectivement, du côté de l'AIST 83, aussi des accompagnements possibles sur l'évaluation, cette fois-ci, des risques professionnels dans l'élaboration du document unique d'évaluation des risques. Donc, voilà. Donc, on a vraiment une offre de services aussi, voilà, à vous proposer, vous, entreprise, pour travailler sur cette thématique-là. Alors, on arrive au terme de notre rendez-vous santé-sécurité au travail. Donc, celui-ci est enregistré, bien évidemment, et vous pourrez retrouver le replay. Néanmoins, nous, on vous retrouvera maintenant l'année prochaine sur cette thématique, en tout cas de la santé-sécurité au travail, et nous serons à même de vous proposer, voilà, de nouvelles thématiques pour nos rendez-vous. Espérons peut-être vous revoir en présentiel, en tout cas à un moment donné, sinon on restera sur ces formats à distance qui sont aussi, voilà, riches en tout cas d'enseignement, mais voilà, qui aujourd'hui sont un peu moins, je dirais, dynamiques que de nos rendez-vous en présentiel, qui peuvent être source de débats et d'échanges entre nous. En tout cas, je remercie beaucoup Régine Bain, Evelyne Villadoma et Dr Arrivozon de leur intervention. Et puis, j'espère que voilà, on vous a donné aussi une vision un peu plus globale de l'accident du travail, de sa compréhension, pour pouvoir déterminer voilà, des pistes de prévention qui agissent cette fois-ci en amont de l'accident du travail et non pas uniquement sur des champs comme les protections individuelles, la formation ou les consignes, qui effectivement ont une efficacité moindre, bien évidemment, en termes d'action réelle sur la sécurité et la santé de vos salariés. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée, merci de votre écoute et puis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Merci à vous. Merci.